Faut-il voir King and Conqueror, la série sur la conquête de l'Angleterre par le plus célèbre Normand de tous les temps, Guillaume le Conquérant. Comme toujours, on va en parler un peu, mais sans spoiler l'intrigue. Enfin, vous me direz, l'intrigue, ça va être vite vu, il n'y en a pas au-delà de ce que je viens de vous dire, hein, voilà. Et ça ne suit même pas assez les événements historiques pour prétendre être une adaptation. Ouais, non, accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui on va être bien salé, et c'est de votre faute. Je crois que j'avais jamais reçu autant de demandes pour donner mon avis sur une série, donc soit ça vous intéresse vraiment, soit vous aimez me voir souffrir, hein, voilà. Ah, et vu la qualité de la série, je penche très fort pour la deuxième option, bande de petits gourgandins. La série King and Conqueror est une série britannique produite par la BBC et sortie en 2025. Elle compte une saison de 8 épisodes, ce qui est déjà sans doute beaucoup trop, mais heureusement on ne devrait pas avoir de saison 2. L'histoire est celle du duc de Normandie au XIe siècle, un certain Guillaume, qu'on appellera plus tard le Conquérant. Il est incarné assez convenablement par Nicolas Coster-Waldau, que vous connaissez parce qu'il jouait Jaime Lannister dans Game of Thrones. L'angle de la série est surtout mis en scène au prisme de sa rivalité avec Harold Godwinson, comte du Wessex puis roi d'Angleterre, avant que Guillaume n'en fasse la conquête. Il est ici interprété tout aussi convenablement par James Norton, qui après avoir joué dans House of Guinness, va bientôt jouer dans House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Après, il y a beaucoup de personnages féminins avec des actrices très chouettes, comme Juliette Stevenson qui joue Lady Emma, ou Emily Beecham qui interprète Edith, l'épouse d'Harold. Mention spéciale à notre française Clémence Poésy qui joue Mathilde, l'épouse de Guillaume et future reine Mathilde, une des souveraines européennes les plus fameuses du Moyen-Âge. Bon, cela dit, je regrette un peu qu'elle ait fait son doublage elle-même. La série a été enregistrée en anglais, mais pour la VF, les comédiens français ont fait eux-mêmes leur doublage. Alors dans un sens, c'est plutôt bien, mais dans un autre, je trouve que la différence de jeu entre les doubleurs et les comédiens de tradition française, eh bien cette différence, elle s'entend tellement que ça crée une vraie rupture dans le ton de la série. Et parce que le jeu de tradition française, hors doublage, il est encore très marqué par le théâtre, et la manière de poser le ton manque souvent de naturel. Ça rend l'ensemble un peu étrange, comme si la voix de Mathilde, par exemple, avait été enregistrée à part, avec un autre micro, mais... Bon, évidemment, si vous regardez la série en VO, vous n'allez pas avoir ce problème. Donc voilà, on a un bon casting, notamment féminin, la musique est très chouette et reste pas mal dans la tête. Bon point pour la série, le rôle déterminant des femmes dans la politique, loin d'être cantonné dans l'ombre de leurs époux. Alors c'est très vrai pour ce qu'on sait de l'époque, et c'est très appréciable de le voir mis en scène dans une série avec autant d'importance. Alors attendez, pour le reste, voyons voir, que je reprenne les points positifs de la série. Musique... voilà, c'est tout, il y en a pas d'autres. Bon casting, bonne musique, cool, des femmes avec des enjeux de pouvoir. Fin des points positifs, hein. Je vous l'ai dit aujourd'hui, à la cantine c'est petit salé, ou plutôt grand salé, mais comme il faut savoir se ménager, un mot sur le partenaire du jour, et je suis bien content parce qu'aujourd'hui, on va parler de livres. On va parler de livres, mais plus précisément du livre. Imaginez, la civilisation s'effondre, mais pas vous. Vous vous retrouvez donc à devoir la reconstruire en partant de rien, mais il vous manque quelques connaissances fondamentales, et c'est exactement ce que The Book, le guide ultime pour rebâtir une civilisation, se propose de vous apporter. Créé par le collectif d'artistes et de professionnels Hungry Minds, c'est un ouvrage absolument magnifique pour explorer énormément de sujets allant de la mécanique à l'alimentation, en passant par l'électricité, l'architecture, l'imprimerie, la musique, la photographie, bref, de quoi reconstruire une civilisation avec plus de 180 sujets sur 400 pages. C'est vraiment un projet très curieux mais que j'ai trouvé très chouette sur cet aspect philosophique de c'est quoi les savoirs indispensables à l'humanité. Le livre y répond de manière parfois très terre-à-terre avec des sujets que j'ai déjà évoqués, mais parfois aussi de manière un peu plus originale en abordant les jeux, l'interprétation des rêves, l'origami et les arts, et tout ça inspiré de nombreux éléments historiques provenant du monde entier. Bref, c'est un gros best-seller en anglais, un demi-million d'exemplaires vendus dans le monde, et la traduction française vient de sortir. Comme toujours, vous avez une petite promo, moins 10% pour l'achat du livre, avec mon code et le lien en description. Voilà, vous le savez, je suis très content de faire des sponsors pour des livres, surtout quand ils sont aussi beaux que celui-ci. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et en plus de ça, c'est assez accessible comme écriture. Les illustrations, moi j'adore, c'est magnifique, c'est un peu rétro, regardez. Et la direction artistique, un peu façon manuscrit ancien, c'est très très cool. Et je pense que c'est un super cadeau à faire pour des amis qui se posent plein de questions surtout. Par contre, faites attention, d'expérience, ça risque de leur donner beaucoup d'idées de trucs à fabriquer, bricoler, essayer, voilà, attention. Bon allez, plus d'échappatoire publicitaire, il faut que je vous parle de la série, et c'est vraiment pas bon. Bon, d'abord, le scénario. Enfin, le scénario,
ce qu'il y en a, quoi. Enfin, l'histoire de Guillaume le Normandie, futur Guillaume le Conquérant, elle est assez bien connue et assez passionnante. C'est fait d'incertitudes, de luttes de pouvoir, de dangers, de combats, de personnages secondaires passionnants, et ça fait partie de ces sujets historiques, plutôt faciles à adapter parce que l'histoire est déjà écrite et complètement épique. Non mais dites-vous que le gars, au moment de prendre le plus gros risque de sa vie en envahissant l'Angleterre, il y a une comète qui passe au-dessus de son armée en mode signe divin, et voilà, tout le monde a dit c'est bon, c'est Guillaume, il est béni, machin, tout ce que vous voulez. Enfin, ce serait dans un scénario de film que ça paraîtrait trop gros, mais ça s'est vraiment passé. D'ailleurs, j'évoquais les personnages secondaires, et c'est un peu pareil. Les luttes de pouvoir de cette partie du XIe siècle en Europe, c'est l'occasion de voir des personnages avec des histoires tout aussi passionnantes et complètement rocambolesques. Allez, quelques exemples. On a le roi saxon, juste et pieux, qui va devenir un des saints les plus importants de l'Angleterre. Mais aussi le roi norvégien, surnommé le dernier des Vikings, aux innombrables aventures du nord de l'Europe à la Russie, en passant par Constantinople, le gars a eu une vie complètement folle. Mais on a aussi l'archétype du noble saxon, rival vaincu, devenu un héros pour son peuple par-delà la mort et jusqu'à très récemment. Et puis beaucoup de femmes fortes au rôle politique déterminant, parfois tiraillées entre leurs héritages vikings et saxons. En fait, vraiment, l'histoire s'adaptait toute seule parce qu'elle est déjà exceptionnelle, et les persos le sont tout autant. Bah oui, il y avait largement de quoi en faire réellement un nouveau Game of Thrones. Non, j'ai pas une poussière dans l'œil, j'essaie juste de ménager le suspense sur le truc le plus évident. En fait, dans le style, c'est très largement inspiré de Game of Thrones. Mal inspiré, certes, mais j'y reviendrai. Bref, donc de base, le matériel historique est absolument génial. Il y avait de quoi faire une grande et belle série. Heureusement, on peut toujours compter sur les séries commerciales nazes pour tout détruire, voilà. Oh, par exemple, Guillaume le Conquérant devient juste un noble ambitieux sans intérêt, le roi viking légendaire, un barbare dégueulasse, à peine plus humain que les orques du Seigneur des Anneaux. Non mais enfin, vraiment, regardez-moi ça, c'est vraiment ridicule. Il parle avec une voix rauque aussi, et il est cruel et méchant, oh gros. Les ingé-sons sont allés jusqu'à lui mettre des bruits de pas de géant quand il marche, c'est absolument ridicule. Le bon roi, tellement pieux qu'il deviendra un saint, est transformé en simple d'esprit complètement perché, à la merci de sa mère et de sa femme, toutes deux calculatrices et violentes. Mathilde de Normandie devient également cruelle et tortionnaire. Certains personnages ont même leur caractère complètement inversé. Voilà, l'inverse. C'est absolument invraisemblable et incompréhensible. Ah, puis sans déconner, c'est bien de vouloir mettre plus de femmes fortes à l'écran, je suis le premier à trouver ça cool, mais si c'est pour en faire presque uniquement des personnages dégueulasses, c'est pas la peine en fait, c'est peut-être pas la peine. Je peux pas vous dire grand chose de plus sur le scénario, c'est vraiment prendre l'histoire d'origine, la vider de tout son sens, et réécrire des bouts de trucs ensemble qui n'ont absolument aucun intérêt. Je pense vraiment que ça a été écrit sur une serviette en papier par 3 gars bourrés dans un bar. En tout cas, ça donnerait une explication à cette chose. Ouais, dites-vous que parfois les ellipses temporelles entre les épisodes sont tellement mal agencées qu'il faut de longues minutes avant de comprendre ce qui a pu se passer entre les deux. Et dans les premiers épisodes, quasiment tout le scénario repose sur le fait que des personnages importants partent sans escorte se balader et tombent comme par hasard dans une embuscade. Sans déconner, il y en a au moins 4 ou 5 sur les 3 premiers épisodes. Ça n'a aucun sens, voilà. Le ressort narratif est tellement gros que si je le fixais sur mes pieds, je pourrais sauter jusqu'à la lune. Tout est simplifié tout en donnant l'impression que c'est compliqué, et vraiment j'ai le sentiment qu'on nous prend pour des imbéciles de bout en bout, ce qui est particulièrement agaçant. Et j'ai pas parlé des costumes, là encore, je sais pas quoi vous dire, tellement c'est toujours la même mayonnaise aux œufs pourris, personne ne veut de ça. Comme toujours, les armures sont faites de briques et de broc, avec des bouts de cotte de maille, de tissu et surtout de cuir, de beaucoup de cuir. Je sais pas trop dans quel stock ils sont allés pêcher celle-ci, parce que vraiment, c'est horrible, puis j'ai pas reconnu, mais dites-vous qu'il y a beaucoup de modèles d'inspiration romaine ou gauloise, c'est rien, c'est juste 1000 ans auparavant. Plus de 1000 ans. D'ailleurs, on parle des armures, mais c'est comme d'hab, selon le scénario, avoir une armure ne protège pas du tout. Je pense que ça doit être des armures en beurre, voilà. Salé le beurre, très salé le beurre, oui. Les épées sont pas si mal, allez, mais les poignards et les dagues s'étalent sur à peu près 1000 ans aussi, et les boucliers sont surtout là pour servir d'objet de déco, alors qu'à l'époque, c'est juste la base du combat, avoir une épée, un bouclier, ou une lance, un bouclier. Du coup là, il y a... Si, en décor, c'est bien en décor. Dites-vous qu'on ne voit pas un seul entraînement avec des boucliers, par contre des vagues machins où on fait gling avec des épées en faisant n'importe quoi, oui ça on en voit ça y a pas de problème. Et évidemment, les habituelles haches beaucoup trop grosses quand elles ne sont pas des haches de barbares. Et là encore, on n'est pas surpris. Alors ça vous semble rien, les haches trop grosses, mais je vais transposer avec un truc qui vous parlera un peu plus.
Oui, ça n'a pas de sens, hein, oui. Sauf si être en décalage et ridicule, c'était l'objectif, mais je pense que c'était pas le cas. Oh, les meubles, la vaisselle, c'est des trucs qui font médiéval, mais qui ne le sont pas. Les temps ont au mieux pour certaines un siècle ou deux d'avance. Les gens sont toujours un peu sales et miteux, les vêtements déchirés. On a les persos qui ressemblent plus à des barbares de fantasy qu'à des saxons du XIe siècle. Et je vous passe les voleurs habillés tout en noir, avec des tenues crasseuses, avec capuchons de brigands de grand chemin. C'est n'importe quoi. Les trois quarts des mecs sont en haillons, les vikings sont très méchants et tous en cuir noir et sale, exactement comme au Puy du Fou. On a des contes anglais habillés comme des bédouins et des arbalètes maniées comme des flingues de gangsters. Je vous jure, la liste est tellement longue que rien que de la faire, je perds une heure de vie, je perds mes mots et probablement une heure d'espérance de vie à chaque élément. Non mais attendez, en fait je ferais mieux de faire la liste des trucs qui sont plutôt bien et ça ira plus vite. Alors, certaines épées sont correctes, voilà, certains casques sont pas si mal, les gens ont des bras et des jambes, la mer est bleue, les arbres sont verts aussi, les arbres sont verts, et Non, mais j'ai beau chercher, je vois pas d'autre chose. Et je vous jure que j'exagère pas, je vois rien d'autre, quoi, c'est dramatique. Les costumes sont catastrophiques, les marquages sociaux sont catastrophiques, les armes sont catastrophiques, le scénario est catastrophique, les relations entre les personnages sont catastrophiques. C'est catastrophiquement mauvais. Bon, cela dit, comme j'ai passé plusieurs jours de ma vie à mettre ma santé mentale et mon espérance de vie complètement en danger pour vous écrire cette vidéo et vous inciter à ne pas regarder la série, n'oubliez pas de m'aider en vous abonnant à la chaîne et en allant également voir le contenu que je fais sur Instagram @Icarius, parce que c'est une plateforme que j'aime bien et sur laquelle je vais développer de plus en plus de choses. Cela dit, il faut qu'on réponde à la question: faut-il voir King and Conqueror, la série sur Guillaume le Conquérant, diffusée sur Canal+. Et comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, donc je vais laisser les chevaliers de la table ronde répondre à ma place. Sans déconner, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus de la mauvaise soupe façon Game of Thrones, où on nous resserre toujours la même recette dégueulasse, avec 2 rats crevés au fond pour nous faire des ascenseurs émotionnels faciles. C'est la même soupe que l'infâme Romulus, produit par les Italiens, ou Barbarians, produit par les Allemands, sauf que là, c'est britannique, mais globalement, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je me demande si on va pas finir par en avoir un en France aussi. Dites-moi en commentaire quel personnage vous verriez bien adapté dans une nouvelle purge de ce genre. Remarquez, on avait déjà un peu d'avance avec Vercingétorix, mais bon, comme Game of Thrones n'était pas sorti à cette époque, au moins on avait un peu de couleur. Je vais me mettre à défendre Vercingétorix, aidez-moi! Bref, exactement comme pour Romulus, exactement comme pour Barbarians, on prend une histoire légendaire qui de base est géniale, hyper cinématographique, avec un scénario digne des plus grandes séries, mais on décide d'en faire une adaptation simpliste en essayant de calquer le maximum du style Game of Thrones, mais sans aucune des qualités de la série culte de HBO. Oui, d'ailleurs, Game of Thrones avait un peu un scénario, mais du coup, le scénario, parlons-en. Hein. Si on avait retiré les mentions géographiques et les noms des personnages de King and Conqueror, rien n'aurait pu laisser penser à une adaptation de cet épisode historique. Pourtant, c'est un épisode qui est fondateur pour l'Europe de l'Ouest, fondateur. On a des vikings qui ressemblent à des orques, le roi breton, on dirait le roi gobelin dans le Hobbit, les merciens ont tous des caractéristiques de barbares, et à ce compte-là, il fallait en faire une adaptation de fantasy, ça aurait été largement plus cool. Mais c'est un peu le problème. De nos jours, le marketing domine tout dans les productions, ce qui veut dire qu'au moment de la sortie de ce genre de truc, quel que soit le support, dire que ça a été adapté de quelque chose d'historique, ça fait sérieux. Voilà, c'est un argument de vente efficace pour augmenter artificiellement la qualité d'une série, d'un film ou d'un jeu. Oh, et tant pis si à l'intérieur c'est de la soupe avec 2 rats crevés au fond, hein. On va nous dire que c'est meilleur parce que les rats crevés, c'est historique. En fait, ça me saoule parce que je suis le premier à défendre le bon divertissement historique, où on s'y retrouve, soit parce que le scénario est bon, soit parce que ça ne trahit pas la période, soit parce que les costumes sont convenables, soit tout ça à la fois, mais on n'a pas besoin de faire un truc parfaitement conforme à la réalité historique pour faire un truc cool. Mais lorsqu'il n'y a rien de tout ça, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on me plonge la tête dans la soupe dégueulasse en me hurlant: t'as vu, c'est bien, hein, c'est comme Game of Thrones mais en historique, c'est bien, hein, dis-le que c'est bien, dis-le que c'est bien. Achète ma mère, achète ma mère. Bref, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai un peu marre qu'on me fasse avaler de force de la soupe aux rats crevés par le nez. Parfois, je me demande quel est le bilan de ce fameux effet Game of Thrones. Vous savez, c'est comme ça qu'on appelle la tournure de style des productions historiques, où on passe d'images très colorées et épiques à des images désaturées, grises, où tout est déprimant, sale, et les gens tous très violents. On en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, c'est arrivé avant Game of Thrones, apparu dans les années 90 à peu près, et ça s'est développé dans les années 2000. Mais la popularité de la série de HBO a tout balayé pour en faire une nouvelle norme à partir de sa sortie en 2011, renforcée par celle de Vikings moins de 2 ans après. Et cet effet Game of Thrones, il a eu cela de positif que désormais la culture historicisante et de fantasy, elle est bien plus répandue auprès du grand public.
Avant, c'était un truc de niche, un peu geek, et les fans de cette culture étaient plutôt moqués par la plupart des gens. On estime souvent que c'est le succès des films du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson qui a changé les choses et lancé cette vague de mode, mais je me dis souvent que c'est Game of Thrones qui l'a sali, malgré les qualités de la série. Parce que désormais, combien de bols de soupe aux rats sortent chaque année? Des dizaines peut-être, et ça touche toute l'industrie du divertissement. Séries, films, jeux vidéo, c'est tellement dramatique que j'en viens à me demander si tout cela n'est pas généré par des IA qui se copient les unes les autres dans un truc qui n'a plus aucun sens. Parce que le problème que j'ai, c'est à quel point cela crée et encourage une sorte d'histoire parallèle, sale, violente, morbide, comme si notre seul avenir était une course permanente en avant à se battre pour la première place dans un avion qui va droit vers le crash. Et au-delà de ça, où est la création? Où est la créativité? Où est l'art? Où sont les découvertes, les émotions, les vibrations? Et je sais que c'est dur de nos jours, quand on est artiste, créateur, de trouver la force et la conviction, de continuer à prendre des risques, à créer parce qu'il faut créer, quitte à se mettre en danger financièrement et dire des choses qu'il faut dire. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que beaucoup de productions grand public ne reposent que sur une prétendue recette de la rentabilité sans prendre aucun risque. Mais on ne fait pas de production culte sans prendre de risques. Vous aviez oublié Barbarians et Romulus avant que je ne vous en parle. Et vous ignorez peut-être que les Espagnols ont fait pareil avec le Cid. C'est toujours la même recette. On prend un point emblématique de l'histoire ancienne d'un pays, on la tord pour qu'elle ne raconte plus rien dans un scénario insipide, on rajoute de rats crevés au fond, et en route pour la prod. Et c'est ça que je comprends pas au fond, ces séries ne fonctionnent pas vraiment. Les gens regardent d'un œil distrait, passent à autre chose et oublient quasiment instantanément. Tout le monde s'en tape, et à ne pas vouloir prendre un risque pour s'assurer que ça fonctionne, eh bien ces productions finissent par faire tout l'inverse. Ça ne fonctionne pas. Parce que la création humaine, ce ne sont pas juste des chiffres dans un tableau et des lignes de code dans un logiciel. C'est beaucoup plus que ça. Et comme disait André Malraux, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et ce chemin souffre rarement des raccourcis. Je pense que tout le monde mérite mieux que ça. L'histoire n'a pas à être adaptée parfaitement, mais le mieux qu'on lui doit lorsqu'elle nous offre des histoires exceptionnelles à raconter, c'est de ne pas jeter la soupière aux orties et refaire un truc infâme dedans en disant que c'est pareil, juste parce que le contenant est le même, et même mieux parce qu'on a rajouté 2 rongeurs en état de décès au fond. Voilà ce que j'ai pensé de King and Conqueror, c'est catastrophique. J'ai lu la biographie de Guillaume le Conquérant quand j'étais ado, et bien que romancée, elle m'a marqué comme rarement un gros lecteur peut l'être. Un personnage avec une vie rocambolesque, pleine de péripéties et d'aventures, de dangers, de suspense, cette série est en fait une insulte à Guillaume le Conquérant, une insulte à l'Angleterre et une insulte à la Normandie. Pire, presque tous les personnages sont tellement odieux et catastrophiques que c'est aussi une insulte à la France, à la Bretagne, à la Scandinavie, au casting qui méritait mieux, aux femmes médiévales de pouvoir, et je crois que finalement c'est une insulte à toute l'histoire elle-même. Voilà, je vous ai toujours promis d'être honnête sur cette chaîne. Quand j'aime quelque chose, je le dis, mais quand quelque chose est vraiment mauvais, je ne compte pas m'en priver non plus, parce que certains jours, j'en ai marre de trouver des excuses et des bons côtés à des productions qui me donnent l'impression qu'on se fout ouvertement de nous pour nous faire acheter toujours plus de mauvaise soupe. Et en fait, ça me déprime, parce que même si je sais que ce sont les vidéos salées qui fonctionnent le mieux, en fait, ce sont celles que j'aime le moins faire. Même si, d'une certaine façon, je vous permets peut-être de ne pas perdre votre temps en regardant ce genre de trucs, moi, ça me rend profondément triste de voir ça, alors qu'il y a tant de trucs cool pour jouer avec l'histoire sans la trahir, en faisant quelque chose d'aussi nul, d'aussi peu inspiré, d'aussi insipide, et vraiment, c'est du temps perdu. Je préférerais toujours vous parler des choses que j'ai trouvées bien, même largement imparfaites, et qui assument de tenter des choses plutôt que ce genre de daube commerciale qui est une insulte à la daube elle-même, parce que la daube, c'est bon normalement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo de recommandation de séries, je vous la mets juste là encore une fois et en description, parce que elle est un peu passée sous les radars, et c'est des séries que j'aime particulièrement, donc ça vaut le coup, voilà. Et ça montre bien d'ailleurs que je vous recommande pas que des choses qui sont historiquement parfaites, parce que je pense que c'est pas forcément la bonne solution pour les adaptations historiques. Parce que je crois vraiment qu'on peut faire des choses artistiquement intéressantes, historiquement intéressantes, commercialement valables, sans pour autant tomber dans ce genre comment dirais-je? Donc, C'est de la merde. Oui, c'est vrai que c'est un bon résumé, ouais, voilà. Au final, ce genre de production qui se prend très au sérieux en ne faisant que copier des trucs à la Game of Thrones, mais sans apporter quelque chose de plus, et sans même être un bon classique, parce que moi je pense on n'est pas obligé de tout réinventer à chaque fois, d'être original à tous les coups dans les scénarios de fou et tout ça, mais juste, faites classique mais qualitatif. Essayez pas de faire n'importe quoi en espérant, on sait pas trop quoi au final, quand on regarde cette série, on sait pas ce que les mecs espéraient. Bah oui, du coup, ce genre de prod, ça commence presque à être un genre à part entière. Une sorte de nanar commercial de la production historique. Et je pense qu'il faudrait trouver un nom spécial exprès pour ça. J'ai pas forcément d'idée, mais je vous laisse me mettre les vôtres en commentaire parce que, en fait, je commence à en voir tellement que je crois que j'ai vraiment besoin d'un nouveau mot pour ça.
Ouais, voilà, moi j'arrête là le sel. Je pense que en fait cette série n'a aucun intérêt, que y a rien à en tirer et que ça vous rendra ni plus intelligent, ça ne vous fera pas forcément passer un bon moment. Voilà, y a rien de positif. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé ce petit retour à chaud. Si vous voulez m'aider, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo parce que c'est indispensable à la santé de la chaîne. Merci également à The Book, n'hésitez pas à vous laisser tenter. The Book, le guide ultime pour rebâtir une civilisation, c'est notre sponsor recommandation livre du jour. Voilà, je suis très content de vous parler de livres. Là, vous avez 10% de réduction en suivant le lien en description, donc allez jeter un œil. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.